Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Vice Versa. Vous êtes sur IFA Télévision, merci de nous suivre. Et donc, cette émission consacrée évidemment au décryptage de l'actualité à l'international, également en Afrique. Et pour le compte de ce numéro, nous parlerons du remaniement ministériel en France intervenu tôt donc ce matin. Puis après, nous allons parler donc de la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide en interactualité. En Afrique, nous allons discuter autour donc de la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Et ensuite, nous allons prendre donc la direction du Nigeria, où nous discuterons autour donc de la suspension de la ministre de lutte contre la pauvreté pour enrichissement illicite avant d'atterrir au Bénin, où nous allons parler donc du code électoral, de la révision du code électoral qui sera passé au scanner, puis les différents avis sur l'organisation du Vodou Days et l'interprétation du TOFA 2024. Et pour finir, nous allons laisser quelques mots donc sur le démarrage de la CAN en Côte d'Ivoire qui démarre donc demain. La chronique et la distribution donc des cartons viendront boucler cette émission. Et en studio pour faire donc ce numéro de votre émission Vice Versa, j'ai en plateau avec moi Colessiane. Colès, bonjour. Bonjour, Axel Emanabalo. Très en forme ce matin. Réciproquement. En face de vous, Eman Pafé. Bonjour Eman, bonjour. Bonjour Axel, bonjour à tous. Et puis juste à côté de vous, Delphin Gagana. Delphin, bonjour. Bonjour Michel Abalo, bonjour Plateau. Tout de suite, c'est Newsroom, c'est juste après ceci. En interactualité, nous allons parler donc du remaniement ministériel en France. Je vais commencer par vous, Colessiane. Oui, on assiste à quelque chose auquel Emmanuel Macron nous avait habitués. Il faut se rappeler, c'est quelqu'un qui doit porter dans l'histoire la responsabilité, on va dire comme ça, d'avoir détruit le clivage droite-gauche qui existait en France. La France, sous la Ve République, a toujours été dirigée soit par la gauche, le Parti socialiste des Hauts, soit par la droite, le parti UMP qui est devenu aujourd'hui les Républicains. Mais avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a eu comme un brouillage de pistes. Il est arrivé comme un homme venu de la gauche avec des idées de droite. Et dans ce remaniement ministériel, c'est exactement ce qu'on constate. On a des ministres qui sont de gauche, qui l'assument. On a des ministres qui sont de droite, qui l'assument. On a un premier ministre lui-même qui a commencé sa carrière politique à gauche et qui est devenu un ministre qui assume aujourd'hui d'avoir des idées de droite. D'ailleurs, de nombreuses personnes essaient de faire un certain parallèle entre son parcours et celui de Nicolas Sarkozy, d'un certain Nicolas Sarkozy. De nombreuses personnes essaient de faire observer qu'il y a justement dans son gouvernement, j'ai même moi, à titre personnel, tendance à penser que le point commun de son gouvernement, c'est Nicolas Sarkozy. Parce que quand on regarde Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, c'est un ancien de Sarkozy. Quand on regarde Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, c'est de la droite. En fait, Rachida Dati, c'est une due de Nicolas Sarkozy. Est-ce que la France n'est pas en train, je veux dire le gouvernement français, n'est pas en train de suivre une certaine opinion publique en France qui est largement de droite? Est-ce que justement, parce que c'est la meilleure lecture qu'on fait de cet événement, on s'est dit qu'il y avait Bardella, l'adjoint de Marine Le Pen, qui arrivait un peu très fort dans les sondages. L'élection européenne, c'est dans 6 mois en Europe. Jordan Bardella, de Renaissance nationale de Marine Le Pen, est très loin dans les sondages, il devance tout le monde dans les sondages. On s'est dit, c'est forcément son jeune âge, c'est son audace, c'est sa fougue. Et donc, il fallait mettre en contre-pouvoir quelqu'un qui a à peu près les mêmes qualités. On a réussi à dénicher Gabriel Attal, qui est aussi très jeune, qui a aussi beaucoup de fougue, qui a aussi beaucoup d'audace. On espère qu'avec une telle nomination, eh bien, le gouvernement en place ne fera pas piètre figure dans les élections européennes qui arrivent. Voilà la première lecture que je fais de ce remaniement ministériel. Delphin? Oui, de ce remaniement ministériel, il faut déjà commencer par constater la jeunesse des choses. C'est-à-dire quoi, la volonté de montrer que les jeunes sont capables de quelque chose. Oui, ça vient d'ailleurs, mais il faut que ça fasse école dans d'autres pays. Parce que, qui vous souviennent quand... Vous voulez parler de quel pays? Je ne sais pas du Bénin. Qui vous souviennent qu'il y a 3 ans, il y a une certaine Mélanie Giorgio Meloni, en Italie. une dame qui est devenue Premier ministre à, je crois, à l'âge de 43 ou 44 ans. Mais aujourd'hui, vous constatez, Attal, c'est 34 ans. Tout à l'heure, Collins a parlé de Bardella, qui serait entre Benoît Ramadan. Vous allez constater que ce ne sont que des jeunes qui portent désormais le combat, le débat
est-ce que c'est pas une signe des façon de montrer qu'il faut faire confiance à la jeunesse, qu'il faut donner la main à la jeunesse, histoire de les amener à montrer de quoi ils sont capables. C'est vrai qu'il ne faut pas dire donner la main à la jeunesse et que cela soit des jeunes, en parenthèse, vous comprenez. Donc il faut vraiment quand même que cela soit des jeunes vraiment habilités à faire le travail, mais il faut aussi quand même donner la main aux jeunes parce que chez nous on dit il faut avoir de l'expérience, il faut avoir des années d'expérience. Mais si vous ne mettez pas l'intéressé à l'œuvre, comment il peut avoir l'expérience? Un étudiant qui sort de l'université et qui n'est jamais allé dans une entreprise, qui n'est jamais allé dans une société, il aura l'expérience où? En étant à la maison? Non. Donc c'est en lui donnant la possibilité de s'exercer, de montrer de quoi il est capable, qui pourra corriger cet art et qui pourra acquérir d'expérience. Oui, mais il faut aussi comprendre que qu'est-ce qui peut amener donc ces chefs d'entreprise à ne quand même pas recruter ces jeunes-là pour leur permettre d'avoir d'expérience. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ne rencontrent pas de difficultés en le faisant? Oui, c'est une question de risque. Mais tout le monde n'est pas prêt à prendre ce risque. À prendre ce risque, c'est tout. Mais il faut prendre ce risque histoire de permettre aux gens de pouvoir... Parce que vous pouvez pas sortir de l'école... Mais après, Delphin, on ne va pas ramasser ces jeunes dans leur chambre. On prend des jeunes qui ont fait la preuve de ce qu'ils peuvent apporter. C'est-à-dire, on n'est pas allé chercher Attal dans la chambre. C'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, à 29 ans, il était déjà ministre délégué. C'est quelqu'un qui avait déjà un parcours, qui avait déjà des acquis. Ce que j'essaie de dire, c'est que être jeune, ce n'est pas un diplôme. Encore faut-il que, même quand on n'a pas encore de boulot, qu'on démontre ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent aux jeunes de vendre leur CV. Ils ne doivent pas rester à la maison et compter sur leur diplôme. Emma, 34 ans déjà, et tout ce parcours, ça devient vraiment intéressant. Est-ce que d'autres pays doivent faire école? Comment est-ce que vous appréciez donc ce fait? Attal, 34 ans effectivement, qui aujourd'hui prend la place d'Elisabeth Borne. Quand vous voyez Borne comparé à Attal, c'est la mère et l'enfant. Et le petit-fils. Et le petit-fils, voilà. Après Castex, Borne, les médias font bien de relever que c'est la première fois dans la Ve République qu'un aussi jeune Premier ministre prend les rênes désormais à Matignon. Non, je pense que Macron est en train de rebattre les cartes. C'est le sens que je donne à ce remaniement. Il y a d'abord eu un silence, après le camouflet à l'Assemblée, après tout ce qu'il y a eu comme diatribe, tout ce qu'il y a eu comme échauffourée entre l'exécutif et le législatif et tout. Je pense que Macron, en faisant ce remaniement aujourd'hui, met également le jeune devant ses responsabilités, parce qu'Attal, il n'hérite pas aujourd'hui d'une France qui est tout calme là, pas du tout. Il y a des tensions qui sont là, c'est vrai. La passation de service a déjà eu lieu au moment où nous sommes en train de mettre cette émission. Ça a déjà eu lieu. C'est vrai également qu'il a envisagé rencontrer les différents groupes de la majorité présidentielle. Toujours est-il que ce qu'on attend de lui, c'est qu'il ne déçoive pas la jeunesse, c'est qu'il n'apporte pas de l'eau au moulin de ceux qui pensent que les jeunes ne sont pas assez forts pour gouverner ce monde. Quand vous faites le tour de beaucoup de pays, y compris celui dans lequel nous sommes, le Bénin, vous avez constaté avec moi qu'aux jeunes, on donne le ministère des Sports et tout ça s'arrête là, quoi. Le reste, c'est des vieux qui sont là, ils sont là. Et donc je pense que Attal nous donne aujourd'hui des éléments de penser que les jeunes peuvent faire mieux que ce qu'on croit leur donner. Autour de ces jeunes, il y a souvent donc, c'est toute une organisation, c'est tout un comité. Peut-être dans le comité, il peut y avoir des personnes bien expérimentées qui pourront lui dire, monsieur le ministre, non, c'est comme ça, voilà un peu. Donc quand c'est guidé comme ça, je pense que d'autres pays peuvent faire école là. D'ailleurs, justement, pour aller un peu plus loin, j'ai même le sentiment que Gabriel Attal, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire, en vérité, il n'a pas vraiment reçu les pleins pouvoirs. Quand on regarde ce qu'on appelle les ministères régaliens, les ministères de l'Intérieur, les ministères de l'économie, les ministères de l'armée, les ministères de la justice, c'est des vieux qui sont restés. En fait, personne n'a bougé. On a le sentiment que le président de la République, Emmanuel Macron, a essayé de garder la main parce qu'il est évident, avec une telle composition du gouvernement qui, de mon point de vue, n'est pas vraiment un remaniement ministériel, mais un remaniement technique, il est évident que c'est Emmanuel Macron qui continuera de garder la main. Quand on regarde le pourcentage, on va dire, de personnes expérimentées qu'on a dans ce gouvernement, quand on regarde le nombre de personnes que Gabriel Attal a effectivement nommées, on se dit, on a tout changé pour que rien ne change. C'est mon sentiment. Oui, mais c'est-à-dire que quand vous sur cet angle-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit Gabriel Attal qui est Premier ministre, alors que les noms qu'il a cités, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, c'est des personnalités d'une certaine carapace que tous rêvaient de voir en tant que Premier ministre. En se disant, ceux-là, quand ils vont prendre, vu la situation politico-sociale actuelle de la France, on ne s'attendait pas à ce que ce soit un jeune
qui aujourd'hui soit au devant de la scène. Gabriel Attal, 34 ans, c'est vrai, il a fait des réformes au niveau de l'éducation avec le port de voile et tout, et ça a fait grand bruit. Aujourd'hui, je veux voir bien comment est-ce que Attal, une fois au Parlement, va être accueilli. Est-ce que les échauffourées, les échanges verbaux, les échanges verbaux, je veux dire, est-ce que les envolées, je veux dire, est-ce que ça va continuer encore au Parlement? On attend de voir comment il va pouvoir cerner rapidement ce volet. Très rapidement. Oui, gauche, droite, c'est un peu comme positif, négatif, les deux bonnes d'une pile. Donc pour fonctionner, il faut avoir les deux. Donc les gens ont compris qu'il faut fonctionner avec les deux. Il faut couper là-bas, il faut couper ici, histoire de faire passer le courant. Mais ce que je disais tout à l'heure par rapport à la jeunesse, non, je ne dis pas d'aller appeler des jeunes fainéants et les promouvoir. Qui vous souviennent qu'en 2018, avant 2019, notre assemblée était peut-être constitué de pas mal de vieux qui, on dirait, à un moment donné, ont le titre foncier d'élu parlementaire. Donc, du coup, mais il a fallu quand même qu'on fasse une réforme, histoire de dire, bon, ok, c'est à un niveau donné, vous allez quitter, histoire de permettre à d'autres personnes pour qu'il y ait quand même un peu plus de jeunes aujourd'hui. Donc, c'est une question de mentalité, de film, de mouvement et de changement. C'est-à-dire, si on veut vraiment faire la promotion, parce que si on continue toujours de maintenir des gens à des positions où ils sont comme des indéboulonnables, où ils ont le titre foncier de ce poste, à quel moment vous êtes prêt à aller à la retraite? Et le pays dans lequel on ne fait pas de remaniement ministériel? Non, un peu partout, je ne citerai pas le pays. Non, pour dire le Bénin, on allez, merci. Alors même que la situation s'y prête bien. Hein. Voilà. Alors qu'il y a bien de jeux. Après, c'est Vaudou Days. Parce que ça donne l'impression que... Un Eman, Aniabossou, Kombomba, peut-être ministre de la Communication, c'est quand même une avancée, n'est-ce pas? Vous voulez mon CV? Une parenthèse. Non, je ne décide pas malheureusement. Allez, merci. Nous allons passer donc au second sujet. L'Afrique du Sud, enfin, ils sont fâchés là-bas. On a dû donc porter plainte contre Israël pour génocide. Je vais commencer par vous, Collins. En fait, il faut rappeler, j'ai eu l'impression quand je regardais cela que Nelson Mandela revivait un peu. De là où il est actuellement, il doit être très content de voir l'Afrique du Sud prendre de telles responsabilités. Parce qu'il y a une petite anecdote que j'aime rappeler. Nelson Mandela qui va aux États-Unis et les Américains qui lui demandent quelqu'un de votre qualité, de votre responsabilité, de votre respectabilité. Comment ça se fait que vous ayez le courage de vous faire voir avec des gens comme des Yasser Arafat, comme des Fidel Castro, comme des autres? Et Nelson Mandela leur dit quelque chose qui m'est resté à l'esprit. L'erreur que vous, Américains, vous commettez, c'est de penser que vos ennemis doivent aussi être nos ennemis. Et Nelson Mandela expliquait que pendant l'apartheid, s'il a eu du soutien, c'était des gens comme Yasser Arafat. Quand je parle de Yasser Arafat, je viens justement à la Palestine pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud se sent comme responsable de ne pas rester indifférente à ce qui se passe aujourd'hui dans une zone comme la Palestine. Et moi, je trouve très historique qu'elle ait eu le courage de porter une telle plainte. Parce que quand on regarde l'histoire d'Israël, c'est quand même un coup de massue qu'un peuple comme le peuple juif soit accusé de commettre des génocides. Un peuple qui a lui-même vécu la Shoah, le génocide, qui soit accusé, c'est un gros coup de massue qui va l'obliger tout au moins à repenser ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza. On ne peut pas faire comme si on ignore tout ce que c'est une population qui est en train de courir à sa perte à cause de la famine qui a été imposée par la guerre. On ne peut pas ignorer que plus de 85% d'une population a été déplacée. On ne peut pas ignorer qu'il y a comme une politique qui donne l'impression qu'il faut éteindre Israël pour permettre, qu'il faut éteindre le peuple palestinien pour permettre au peuple d'Israël d'exister. Et donc, de mon point de vue, cette plainte sur le plan du symbole, félicitations à l'Afrique du Sud. Delphin? J'espère que ça ouvrira les yeux à d'autres personnes parce que quand j'entends, je crois, les Américains qui trouvent que l'action des Sud-Africains se trouve être une action, c'est-à-dire sans fondement et exaspérante, c'est-à-dire c'est comme pour eux, on ne devrait même pas enquêter sur ça. Donc, du moment où leur intérêt est en jeu, parce qu'il faut reconnaître le monde est guidé par les intérêts, mais du moment où leur intérêt est en jeu, c'est que tout ce que l'autre fait, c'est qu'on applaudit. Et j'ai lu, je crois, hier ou ce matin, un communiqué ou un truc où les Palestiniens traitaient la position des Américains comme un mépris pour le droit international. Et vous voyez, celui qu'on appelle gendarme du monde estime que tout ce que lui l'applaudit doit être applaudi par les autres. Donc, du moment où vous n'applaudissez pas, c'est que vous n'êtes pas... C'est mauvais. Je pense que
l'ordre international ou l'ordre des choses risque de changer, ça va finir quand même par changer parce que si les États-Unis, si l'Afrique du Sud est arrivée à ce niveau, c'est sûr que d'autres personnes vont l'accompagner et que c'est une façon de dire oui, nous n'allons plus nous ligoter, nous livrer à vous comme on le faisait depuis toujours parce que n'oubliez pas que l'Afrique du Sud se trouve beaucoup plus très proche de la Russie parce qu'ils sont ensemble dans une organisation. Donc je me dis, si l'Afrique du Sud est arrivée à ce niveau, c'est un peu comme un aveugle qui dit je veux te lapider, c'est qu'il a pied sur caillou. Il a pied sur caillou. Oui, je pense que la situation aujourd'hui interpelle plus d'un. L'Afrique du Sud a eu le mérite et le courage de saisir la justice internationale pour dire qu'il y a génocide dans la bande de Gaza. Des villages qui sont totalement rasés. C'est vrai, on dit qu'on a découvert des tunnels et tout, comme si on n'avait pas connaissance de l'existence de ces tunnels-là. Non, je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, c'est vrai, les avocats ou ceux qui prennent la défense d'Israël parlent de légitime défense. Non, légitime défense, il faut une certaine proportion entre l'attaque et la riposte. Je ne sais pas si l'attaque, telle que ça s'est passé le 7 octobre, mérite cette riposte-là, aujourd'hui où on met tout un peuple dans la guerre, dans l'affolement, dans la famine. Aujourd'hui, on se demande bien pourquoi, c'est-à-dire que vous et moi aurions pu être nous aurions pu être des Palestiniens. On ne demande pas à naître dans un État. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi d'être béninois. On est né parce que, bon, comme les autres aussi, ont droit à la vie. Aujourd'hui, tout se passe dans cette bande de Gaza au mépris du droit international de la guerre. C'est-à-dire que, et même du droit humanitaire. C'est horrible, c'est triste. Et là, vous avez évoqué le nom, le grand gendarme, il est là, il observe. Et je crains aujourd'hui, qu'il y ait un embrasement dans les prochains mois. Alors, merci beaucoup, merci à chacun de vous, merci pour ces sujets. Nous allons à présent revenir en Afrique, nous allons directement en RDC, où nous allons parler à présent donc de la réélection du président sortant qui a été réélu à la tête donc du pays, Félix Tshisekedi. Il est donc le nouveau président pour un second mandat en RDC. Delphin. Oui, un second mandat, j'estime que ce qu'il n'avait pas pu faire au cours du premier mandat, il va essayer quand même de le faire au cours du second mandat. Et ce que moi je souhaite, et je peux continuer à souhaiter, c'est vrai que les résultats des législatives on n'a pas encore donné ça. Donc mais moi j'aurais vraiment souhaité que même s'il gagne les élections à 80%, qu'il essaye d'unir les autres histoires, de gouverner dans la paix pour que le Congo soit vraiment... Vous appelez qui les autres? Oui, ces opposants, il y a les Payoulou, il y a les Camérés, il y a comment on appelle l'autre, Moïse Katumbi, et puis... donc du coup... Et vous pensez que ça peut être facile aussi comme ça? C'est bien possible d'appeler à une union. C'est vrai que vous pouvez appeler et tout le monde ne viendra pas, mais il y aura quand même certains qui vont venir. Mais il faut d'abord appeler pour prouver que vous avez le désir d'amener, parce que cela ne sert à rien d'être toujours sous tension, cela ne sert à rien d'être toujours en guerre, cela ne sert à rien d'être toujours l'enfant malade d'un continent, ce n'est pas bien. Si vous avez la possibilité de garder tout un continent, mais c'est vous qui souffrez, vous voyez, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine. Collins? Oui, on n'a pas tort de parler de la RDC parce que, souvenez-vous, on l'évoque très souvent comme un scandale géologique. C'est la partie du monde la plus riche, mais figurez-vous qu'en RDC aujourd'hui, la monnaie la plus utilisée, c'est le dollar, alors que les États-Unis et la RDC n'ont aucun vrai rapport. Vous dites jusqu'à quel point il y a eu une détérioration du tissu économique national. Vous dites jusqu'à quel point la guerre a impacté ce pays. Et donc, élection, chez moi, c'est presque un épiphénomène. Il fallait que cette petite comédie-là passe, que voilà, Tshisekedi qui est là reste, qu'il ait désormais le courage et l'audace, comme Delphin le disait, de remettre ce pays sur les rails. De remettre ce pays immensément riche, le plus riche du monde, sur les rails pour que les populations puissent en profiter. Ça passe, comme il le dit, par une forme d'union nationaliste. Il faut qu'on arrête de se regarder en chien de faïence pour commencer à se regarder comme ce qu'on est en réalité des frères. Parce que si on en parle autant, c'est parce que voilà, l'économie d'un tel pays va impacter tous les autres pays et de la sous-région et du continent. Donc il est dans l'intérêt de tout le monde qu'une fois que
cette petite comédie est passée, qu'on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire de réunir tous les fils du pays autour de la gestion de cette immense richesse mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, Tshisekedi a les manettes en main. Et avec 73% des suffrages exprimés, je pense ça montre effectivement que le peuple congolais le soutient, même si quelque part il y a eu des contestations de la part des autres candidats de l'opposition, y compris Fayoulou, y compris avec tous ceux qui restent. L'autre a eu 18%, je crois, c'est son challenger, il a eu 18%. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est comment remettre le pays sur les rails. C'est comment faire en sorte qu'il y ait cette unité d'action dans le pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre, comme l'a dit Collins, que ce soit le pays le plus riche au monde, hein, mais qui aujourd'hui vivent un peu... c'est pas une certaine misère, vous n'avez pas l'impression d'être dans un pays qui a cette richesse. Je pense que Tshisekedi aujourd'hui a des raisons de sortir par la grande porte, parce que c'est son second et je crois dernier mandat. Et donc s'il gère bien, l'histoire retiendra qu'en son temps, même si au premier mandat il n'a pas eu les coups de franche pour pouvoir travailler, au second mandat aujourd'hui il n'a plus l'excuse d'une certaine observation, il n'y a plus de rang d'observation. Vous avez vu chez nous au Bénin aussi, au premier quinquennat, généralement on a 2 ans pour observer, troisième année pour pouvoir mettre en place une organisation de gouvernement, mais quand on a rempilé, je pense que désormais il n'y a même plus 2 secondes après. On n'a plus droit à l'erreur. Voilà. On n'a plus droit à l'erreur. Oui, Delphine, vous voulez passer un mot? Non, c'est bon. Sinon c'est juste pour dire, puisque dès que l'autre parti sera libéré, c'est-à-dire les élections législatives, donc du coup, il sera s'il y a une majorité, je crois, au niveau de le Sénat. Mais il y a un autre sujet qui va vous intéresser, c'est celui du Nigeria. Ah oui, on suspend une ministre qui normalement devrait lutter contre la pauvreté, contre l'enrichissement illicite. Je vous donne la parole, je pense à vous. Oui, affaire de l'eau, de PPA2. En tout cas, bon, faisons c'est vous qui parlez de PPA2. Non, on parle du Nigeria. En fait. Oui, c'est ça. Donc, je voulais aller au Nigeria. Allez-y. Donc, j'allais au Nigeria, donc j'ai pris juste par. Allez-y. Donc, du coup, non. Par les eaux. Pas les eaux, quoi. Je ne veux pas prendre par l'air. Donc, non, faisons sérieux. C'est bizarre parce que quand on me dit que c'est celui qui veut lutter contre la pauvreté, et ce que l'on dit, on a viré de l'argent qui devrait aller sur notre compte, sur un compte privé. C'est un peu bizarre parce que je me dis, je n'arrive pas à comprendre. Et ce compte privé, c'est le compte, est-ce le compte du ministre. Comment le compte du ministre deviendra le compte de l'État, deviendra le compte du ministère? Il y a une confusion, c'est tout. Confusion. Maintenant, est-ce que bon, et c'est là moi je ne suis pas arrivé à comprendre, parce que ce n'est pas le ministre qui opère le transfert ou bien qui écrit le numéro de compte. Le virement se fait à partir de quelque part et c'est quelqu'un qui fait le virement. Mais en réalité, vous êtes embrouillé. Que le compte du ministre devienne le compte de l'État. Oui, devienne le compte du ministère et que l'intéressé a pu passer. Collins? Non, il faut seulement noter qu'elle est la seule à avoir bien compris sa mission, lutter contre la pauvreté, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Il fallait qu'elle soit un exemple aux yeux de tous de ce que la lutte contre la pauvreté peut prospérer. Donc je crois qu'elle a voulu d'abord lutter contre sa propre pauvreté et les gens n'ont forcément pas compris sa démarche qui consistait à vouloir prêcher par l'exemple en disant vous avez vu, j'étais venu de rien avec un compte qui n'avait suffisamment rien. Aujourd'hui, j'ai un compte qui est gagné et donc je suis légitime pour lutter contre la pauvreté. Voilà, c'est un peu de la caricature pour dire à quel point chez nous, les mots n'ont plus de sens. Chez nous, le service à la nation n'a plus de sens. Chez nous, en Afrique, globalement, une fois que quelqu'un est nommé à un poste de responsabilité, il oublie qu'il a été nommé pour servir, il est convaincu qu'il a été nommé pour se servir. C'est devenu presque une norme. Et on a tendance à se demander s'il ne faut pas un jour rééduquer les responsables politiques et nos gouvernants pour qu'ils arrivent à comprendre l'aberration qu'il y a dans le fait qu'un ministre nommé court dans son village pour aller se faire acclamer. Une fois que vous avez été nommé, on devrait plutôt vous plaindre du fait des grosses responsabilités qui pèsent désormais sur vos têtes. Mais non, malheureusement, quand vous êtes nommé, c'est la fête au village. C'est des choses qui devraient interpeller, parce que si ça n'interpelle pas, tous les ministres se comporteront comme les ministres de lutte contre la pauvreté qui veulent devenir des ministres riches.
et on aura ce qu'on a vécu. Oui, la ministre a été suspendue, elle n'a pas encore été limogée, alors que le PDP aurait bien souhaité que ce ministre, cette ministre soit limogée, parce qu'avant elle, il y a eu un autre ensemble de ministère qui a été, qui a été remercié. Donc, est-ce qu'on a juste suspendu cette ministre-là pour après essayer de revoir un peu comment on prend du noir pour passer dans le blanc, est-ce que c'est des trucs de ce genre? Est-ce que c'est une suspension en attendant présomption d'innocence agissante? Est-ce qu'on la suspend d'abord, histoire de voir si cette confusion de compte est confirmée pour pouvoir après la suspendre, la remercier et la remettre à la justice pour que justice soit rendue à ce peuple nigérian qui ne demande pas autre chose qu'on lutte réellement contre sa pauvreté et qu'on ne lutte pas soi-même contre sa pauvreté d'abord, parce que prêcher par l'exemple, oui, c'est pas mal, mais dans ce cas précis, le gap est trop fort. Plusieurs millions de dollars et tout, pour lutter contre sa pauvreté, je pense que ce n'est pas bien. Et ça pose au-delà de ça une autre problématique. C'est comment est-ce que les gouvernants, ceux qu'on a élus à la tête de nos pays, c'est comment ils s'arrangent pour que ceux qu'eux, ils nomment, ne soient pas des charognards, que ceux-là puissent vraiment travailler à les accompagner dans la vision pour laquelle ils ont été élus. Sinon, on constate après coup que les ministres ont commis beaucoup d'impairs, beaucoup de gaps, et c'est difficilement difficile de rattraper Oui, mais est-ce que ce n'est pas peut-être ce qui justifie le fait que certains chefs d'État refusent donc de passer à des remaniements ministériels parce qu'ils savent qu'ils ont déjà une main, ils savent qu'ils connaissent déjà l'équipe qu'ils ont en place? Vu sous cet angle-là, ça va être un peu compliqué parce que, bien au contraire, je pense que quand le ministre est en poste, qu'il a fait plus de 2-3 ans, il a le temps d'asseoir sa mafia, d'asseoir ses stratégies. Et donc, désormais, il navigue, il vogue, c'est pas sûr. Il navigue à vue, il évolue. Et vous sentez même de la part de ces ministres-là, quand c'est le cas, vous sentez qu'il y a une certaine fatigue, une certaine sclérose qui s'empare d'eux. Et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que ceux-là. Il faut du sang neuf. On n'a plus rien à démontrer. Ils n'ont plus rien à démontrer. Il n'y a même plus de challenge. Ils ne se sentent pas challengés. Or, il est de notre public que c'est quand on se sent challengé, quand on se sent suivi de près, c'est en ce moment qu'on essaie de donner du meilleur de soi-même. Mais dans ce cas, c'est compliqué, on est là, sclérose, et puis voilà. Oui, vous savez, quand vous mettez un système de verrouillage en place, quelqu'un d'autre est là pour chercher le système de déverrouillage. C'est clair. Donc, si vous nommez des gens et que vous les laissez pour longtemps à un poste, c'est qu'ils auront le temps de chercher le système de verrouillage parce qu'il faut verrouiller le système. La lutte contre la corruption, c'est d'abord le système de verrouillage. Il faut d'abord verrouiller le système. Il faut suivre le système et il faut punir. C'est à 3 étapes. Donc, si vous verrouillez le système et que vous laissez quelqu'un longtemps à un poste, il aura le temps de déverrouiller, de mettre en place son système de déverrouillage, histoire de vous contourner et de voler. Donc, laisser quelqu'un longtemps à un poste, c'est même un risque. Et un gros risque, c'est lui donner la possibilité d'asseoir tout, c'est-à-dire sa stratégie pour faire mieux ce qu'il avait envie de faire. Donc, ne pas changer la position des gens pour ne pas... C'est-à-dire un peu comme vous dites, remanier, c'est que c'est une façon de donner la possibilité aux gens d'asseoir le base. Donc, ce ne serait pas une bonne leçon de dire il faut éviter de remanier, histoire de... Non, il faut remanier de temps. Il faut remanier et très vite remanier, mais il faut remanier, il faut contrôler, il faut suivre et sanctionner. Donc, ce qui s'est passé au Nigeria, je pense que il faut que les autres pays commencent pas aussi à vérifier le compte de certains résultats pour voir si par erreur, puisque ça peut être une erreur. En voulant écrire 1, on peut écrire 0. Et comme ce sont des comptes, les comptes se suivent, peut-être que ça peut passer dans un autre compte. Donc il faut, je dis pas erreur, donc il faut commencer par vérifier si par erreur. Ça peut être aussi une petite erreur. Une petite erreur. Merci. Et pour, par exemple, faire mesurer le fossé entre nos pays très mal gérés et les pays scandinaves très bien gérés, il y a un ministre qui a dû démissionner simplement parce que quand il allait au restaurant, il a confondu sa carte bancaire avec celle du ministère. Il a une carte bancaire personnelle, il a une carte bancaire de ministre. Et donc, pour payer la facture de son repas, il a malencontreusement utilisé la carte bancaire du ministre qu'il est. Et donc, pour 200 ou quelques euros, il a été viré. Ça montre à quel point la bonne gouvernance peut permettre, justement, je citais, c'est un pays scandinave, peut permettre d'améliorer le niveau de vie. Et pour finir sur cet aspect, vous voyez, on est déjà malheureusement très habitué à, par exemple, les fonds de lutte contre le VIH-Sida qui servent les personnes qui sont chargées de gérer ces fonds
plutôt que de servir le VIH, les personnes Les porteuses PVIH. du VIH-Sida. Donc, on voit aujourd'hui que les fonds chargés de lutter contre la pauvreté ne servent pas aux pauvres, mais servent aux personnes qui n'ont plus rien à faire avec la pauvreté. C'est dommage. Merci à chacun de vous. De Nigeria pour le Bénin, ce n'est qu'un pas. Nous allons atterrir à présent donc au Bénin. Vous qui étiez pressé et qui avez transité par ici, vous allez revenir donc au pays. Nous allons parler à présent donc du toilettage du code électoral. C'est de ça qu'il s'agit, Delphine Lagana. Oui, du toilettage du code électoral, mais en réalité, il s'agit concrètement de quoi? Il s'agit du parrainage, parce que c'est à ce niveau que le fossé, c'est vrai que le code électoral peut avoir d'autres couacs, d'autres coquilles à corriger, mais le problème qu'on évoque à la date d'aujourd'hui, où il y a un recours et que la Cour a rendu sa décision, c'est beaucoup plus concernant le parrainage. C'est juste que les élus qui vont parrainer pour les élections de 2026, à un moment donné, on a vu qu'il y a un agencement de dates, il y a un mélange de dates parce qu'il y aura des élus qui ne seront plus d'une mandature à laquelle ils appartenaient. Mais comme il faut parrainer, on a dit que ce sont les élus qui doivent parrainer. C'est à ce niveau que le vrai problème se pose. Et c'est seulement les élus communaux, c'est à leur niveau que ça se pose. Sinon, pour les élus parlementaires, c'est-à-dire les députés, il n'y a pas, à mon avis, et selon les tests, il n'y a pas de problème à ce niveau, mais c'est seulement au niveau des élus communaux parce que selon nos lois, on a dit qu'il faut 50 jours avant le démarrage des campagnes électorales, il faut que les dossiers soient déposés. Mais quand on fait le calcul, c'est que ça tombe à un 5 février 2026. Or, ce 5 février 2026, c'est que les maires et les élus communaux élus n'ont pas encore pris service ou certains seront en train de prendre service. Or il faut que d'autres prennent service pour que le mandat des autres se termine. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y aura des gens qui auront encore le mandat en cours, il y aura d'autres qui auront le mandat achevé. Donc du coup, qui sont ceux qui pourront réellement parrainer? Et c'est vrai que le code est resté un peu muet sur ça parce que l'article 153.2, si je ne m'abuse, a dit que vous ne pouvez pas être candidat aux élections présidentielles sans avoir des parrains. Mais qui sont ceux qui seront autorisés à parrainer? Le code n'a pas fixé, n'a pas donné un délai, une date à ça, et n'a pas précisé qui pouvait parrainer. C'est vrai que le recours, il faut dire que la Cour a refusé de prendre à elle seule la responsabilité de décanter la situation parce que la Cour a estimé certainement que envoyer le code aux députés pour corriger peut leur permettre de corriger d'autres choses. Sinon, il suffit juste de dire qu'au plus tard, le 31 janvier de l'année électorale, que tous les parrainages soient libérés. Et comme ça, c'est que les maires qui sont là actuellement pourront parrainer et puis c'est fini. Que d'attendre que cela soit des maires qui vont venir après. Parce que si les maires devraient venir après, ce serait que les dossiers seront déjà déposés. Donc du coup, il y aura du mélange. Donc il suffit juste que la Cour dise qu'au plus tard, le 31 janvier de l'année électorale, que les parrainages soient donnés, ou que le maire que la Cour dise que c'est la mandature sortante qui est habilitée à parrainer. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que ce sont les députés actuels qui vont parrainer, parce que eux ils vont prendre service, leur mandat finit le 7 à 0h pour que le mandat des nouveaux démarre le 8. Donc, pour ça, il n'y aura pas de problème. Si on dit aussi la mandature sortante, c'est que les maires actuels vont parrainer jusqu'au 31 et que les nouveaux maires prendront service, mais sans aucune difficulté. Donc, du coup, on n'a pas besoin de réviser la Constitution. Si c'était qu'on avait vu ça, il est vrai que nous on a commencé par crier cette affaire depuis 2022. Si on avait vu plus tôt, c'est qu'au lieu d'ajouter 45 jours à la révision, ce serait 60 jours qu'on allait ajouter pour dire, au lieu de dire que c'est en avril que les élections auront lieu, on peut dire que c'est en mai ou en juin que les élections auront lieu, histoire d'éviter tout problème. Ça n'avait pas été fait. Donc je pense que ce n'est pas utile de réviser la Constitution, mais c'est juste de réviser le code électoral pour corriger les autres points, mais d'ajouter que le parrainage sera donné soit par la mandature sortante, ou soit au plus tard telle date, c'est-à-dire la date avant la fin de la mandature des maires ou le démarrage de dépôt des dossiers. D'accord. Alors, Collins? Non, je n'ai rien à dire sur le sujet. Delphin a déjà été assez explicite. Il a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire.
Et donc, il faut maintenant voir comment cela se traduit dans les faits. Quand je dis comment se traduit dans les faits, comment les députés se réunissent très concrètement pour mettre en œuvre les recommandations de la dernière décision de la Cour constitutionnelle. Donc, il faut être plutôt très attentif à cet aspect-là. C'est quand les députés auront essayé de se mettre en conformité qu'on pourra apprécier la nouvelle mouture du code électoral et voir si, une fois encore, il y a des couacs ou si tous les problèmes sont résolus. Donc, tout a déjà été fait. Il faut juste attendre de voir ce que la cuisson donne le nouveau code électoral. Oui, moi j'aime bien le moyen utilisé par la Cour constitutionnelle pour envoyer les députés à leur fonction. Saisi d'une requête de citoyen lambda, et il dit votre requête n'est pas recevable. Parce que pour les sujets que vous évoquez, ça ne relève pas de votre compétence et tout. Mais il dit, c'est comme une forme d'autosaisine. On se dit, oui, je prends le dossier à mon compte et moi, désormais, j'ordonne, j'oblige désormais les députés, parce la Cour dit avoir écouté les députés, avait également écouté la Sénat, je crois, sur ces dossiers-là. Donc, lui permettant désormais de prendre une décision, de dire, attention, vous devez revoir les textes. Oui. Je partage un peu cette lecture de Delphin, mais je dis la loi on légifère pour l'avenir. On ne pourra jamais faire du cas par cas. Si aujourd'hui on décide pour le 31 décembre, le 31 janvier de l'année électorale, que les gens puissent donner parrainage à cette date-là, quand ils ne seront plus là et quand il y aura élection, il va falloir leur retoucher la Constitution ou retoucher les éléments pour dire désormais on va faire ci, on va faire ça. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est comment faire pour qu'une fois pour de bon, qu'on puisse toucher, s'il faut toucher la Constitution, moi je n'ai rien contre, toucher la Constitution, mais si vous voulez, on va faire le débat après sur les éléments de la Constitution, ce que des juristes appellent des éléments non tangibles de la Constitution, non pas du tout. Aux États-Unis, le président américain a plus de 70 ans et il gouverne. Ailleurs également, il y en a qui ont plusieurs années. Cet enfermement dans l'âge et tout, c'est des éléments sur lesquels on pourra revenir après quand il sera question de réviser la Constitution de fond en comble. Un jeune de 35 ans peut bien gouverner. La preuve, en France, c'est un jeune de... Macron, quand il prenait le pouvoir, je ne sais pas s'il avait 40 ans quand il prenait le pouvoir. Donc, je pense que tout ça là, c'est désormais... Non, il n'avait pas encore 40 ans. Je pense que c'est des éléments sur lesquels il faudra peut-être après élaborer. Mais pour ce qui est du code électoral, s'il faut retoucher, pour qu'on puisse vraiment faire une élection avant l'autre et qu'il n'y ait pas des chevauchements de dates, des quoi qu'on dise oui, c'est ceci qui devait. Parce que dans ce délai-là, il y a un délai de complétude où on dit vous déposez le dossier aujourd'hui, mais vous avez tel nombre de jours pour qu'on juge, pour qu'on voit si vous pouvez encore compléter des pièces au dossier. Et donc, dans ce délai de complétude-là, beaucoup de choses peuvent se passer. Je pense qu'il faut, pour tout clore, organiser les choses, soit les élections telles se tiennent avant telle autre, et même par rapport aux conseillers locaux qu'on élit. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer par les conseillers locaux? Trouvons une formule. Le chef quartier, est-ce qu'on a besoin d'élire des conseillers locaux, lesquels vont élire après le maire? Je pense que le débat autour de nos tests, c'est un débat très sérieux et il faut pouvoir s'asseoir un jour pour décortiquer la Constitution, tout ce qu'il y a comme test. Parce que j'ai l'impression que quand on veut légiférer, on légifère juste sur un sujet précis et après on se rend compte que, attention, on aurait dû faire ceci aussi. Il vaut mieux faire un toilettage sérieux une fois pour de bon. C'est ce que je pense. Oui, Delphin? Oui, est-ce que c'est légiférer cas par cas? Non. Ici, l'avantage, c'est qu'on a commencé par réformer et pousser les idées un peu plus loin, parce que vous allez constater que désormais nos élections ne seront plus des élections annuelles, mais des élections quinquennales, c'est-à-dire c'est chaque 5 ans qu'on va organiser. Tout à fait, je suis d'accord. Les élections. Donc c'est l'alignement des élections, et puis c'est juste à ce niveau que l'erreur s'est glissée dans le décompte des choses. Et quand moi je dis par exemple qu'il faut dire au plus tard le 31 janvier de l'année électorale, c'est parce que à chaque fois, à moins qu'on revise encore une nouvelle fois la Constitution, qu'on change une nouvelle fois la chose, sinon c'est à chaque 5 ans que ça se répète, et ne veut pas dire que ça va changer, que ça va changer, parce que ce sont désormais des dates un peu fixées, c'est un peu comme écrit dans du marbre, donc c'est calé, c'est comme ça, donc ce n'est pas que... Là vous demandez à la Cour d'intimer l'ordre à ceux qui veulent donner parrainage de pouvoir s'exprimer avant telle date. Au nom de quel... Au nom du respect de quel principe de droit ou de quel principe de liberté vous permettez à ceux qui veulent être candidats de pouvoir compléter des pièces dans un délai donné, et à nous autres qui voulons donner parrainage, vous voulez qu'on nous dise vous devez donner parrainage à telle date obligatoirement? Non, je pense que les tests même doivent s'auto-réguler.
pour faire en sorte que si on permet aux gens de pouvoir tabler un peu sur les pièces qui manquent et de pouvoir compléter après, on doit me laisser en tant que parrain la possibilité soit de donner parrainage tout de suite ou de traîner un peu les choses, de négocier afin de pouvoir bien voir dedans pour pouvoir donner des parrainages après. Sinon, vous allez assister à des situations où le gars, il est candidat, il a ses pièces peut-être à jour, et au dernier moment, la Sénat le déclasse ou bien la Cour le déclasse et il n'est plus candidat, alors qu'il a déjà eu plus de tous les parrainages qu'il faut. Comment ça va se passer? C'est ça aussi la grosse interrogation. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit, mais non, mais moi je n'ai pas dit à la Cour d'intimer l'ordre ou de fixer impérativement. C'est pour ça que la Cour a renvoyé le dossier vers l'Assemblée pour légiférer. Okay. Et j'avais dit que dans le schéma, si c'était dit que c'est au plus tard le 31 janvier de l'année électorale, c'est que le problème serait déjà réglé. Et si c'est ce que la loi décide, ce n'est plus quelqu'un qui a intimé l'ordre à qui que ce soit de le faire. Parce que le dépôt de dossier, c'est juste 4 jours. On a dit au plus tard le 5 février, vous devrez déposer le dossier. Ça veut dire que du 1er au 5, on dépose les dossiers. On dit avant que la date le démarrage des dossiers ne commence, que les parrainages soient disponibles parce que les dossiers seront déposés entre le 1er et le 5. Mais n'oubliez pas que dans ce pays-là, on a eu l'élection présidentielle où des candidats, on dépose le dossier, ils disent non, on ne veut pas de parrainage, ou ils déposent d'abord des dossiers, quitte à négocier après les parrainages. Je pense que il faut quand même, nous sommes sur le terrain politique. Et si vous voulez enfermer ces différentes dispositions dans du marbre, ça va être un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'est pas acteur politique. Et c'est justement pour ça, non, ce n'est pas que la Cour va le faire. Vous avez une minute. Non, et c'est pourtant ces deux propositions. J'ai dit, on aurait dû mettre juste au plus tard le 31 de l'année, où on aurait dû dire juste que c'est la mandature sortante parce qu'il faut laisser la possibilité. Et nous sommes en politique, le mercato politique aussi existe, ce n'est pas seulement en football que ça existe. C'est pour ça que j'avais dit. Il y avait deux sorties. C'est soit on dit au plus tard le 31 pour clore tout débat, ou comme on dit, on est en politique, il y a le mercato politique, donc du coup, on laisse les gens négocier jusqu'au dernier jour ou à la dernière seconde. Donc du coup, on dit c'est la mandature sortante. Je suis d'accord avec vous. Je pense même que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de retoiletter pour faire en sorte que l'élection présidentielle se tienne avant les autres. Là, ça a un avantage certain. L'avantage, c'est que le président de la République élu, il se bat, il déploie tout ce qu'il faut comme arsenal sur le terrain pour avoir une majorité confortable au Parlement. Sinon, il sera obligé de faire comme Macron le fait aujourd'hui, avoir une majorité relative qui après le fait basculer son mandat. Donc je pense que c'est le moment plus que jamais aujourd'hui de faire en sorte qu'on tienne l'élection présidentielle avant les autres. Là, sinon, nous, on est journalistes. Vous comprenez mon geste? Les journalistes doivent profiter de ces occasions de toutes les façons, pour relayer l'information. En son temps, on aura donc de quoi mettre sous la dent. Mais si le gars il a déjà une majorité confortable au Parlement et qu'après il est pour son élection, bon, vous ne serez pas convaincus. Merci à chacun de vous. Merci. Nous allons rester. Vous suivez ma lecture, le sens de ma lecture. Oui, mais je ne partage pas parce que le président. Je partage pas parce que parenthèse. Je vous donne plus une minute. Une minute. Parrainer quelqu'un ne veut pas dire que l'intéressé est automatiquement élu président de la République. Et même vous pouvez être président de la République sans majorité, mais devenir président et avoir majorité. Parce que si nous faisions un tour en 2016, Talon n'avait pas une majorité au Parlement. Oui, mais c'est schéma où un président de la République peut venir avoir une majorité au Parlement. Oui. Ce n'est pas des schémas qui sont continuels. Hein. Mais c'est possible. En France, ça peut où la majorité vacille régulièrement. Oui. Et non seulement ça. Que cela soit des députés d'une autre mandature ou d'une nouvelle mandature, ce ne sont pas des Israéliens, ce ne sont pas des Koweïtiens, ce sont des Béninois. Donc du coup, quand on dit il faut que cela soit des gens qui étaient là avant vous, qui vous accompagnent, ou que ce soit des gens qui viennent après vous, qui vous accompagnent, non, le Béninois a cette habitude de ce que nous savons nous colérer. Mais quand il s'agit de s'entendre sur cette conclusion, je ne suis pas d'accord avec lui parce que les Béninois savent se quereller. 2 secondes. Les Béninois savent se quereller. Le débat va continuer ce pays par ordonnance. Le débat va continuer juste après l'émission entre vous deux. Ça, c'est des pics. On va continuer nous autres. Nous allons toujours rester au Bénin où Ouida, donc cette grande ville était sous les feux de la rampe la dernière fois. Il y a eu l'organisation donc du Vodun Days sur les 9 et 10 janvier dernier. On a vu donc le côté culturel et le côté spirituel également donc de ce pays. Je vais commencer par vous, Colin Sian.
Peut-être parce que j'observais avec beaucoup d'intérêt le débat entre Herman et Delphin. Donc, on va passer. Oui, c'est vrai. Non, pas forcément, mais vous étiez aussi sur le terrain. Oh, oui, Même si, pour les Vaudou pour les Vaudou Days, le 9, vous étiez à Ouida. Même si, bon. on va laisser les choses des coulisses aux coulisses pour dire que, justement, aujourd'hui, Oui. on peut le dire, le Bénin a ses Vaudou Days. Comme peut-être le Brésil a son carnaval de Rio de Janeiro, comme voilà, il y a le Massa, le Fespaco. On a aujourd'hui un festival qui donne l'impression que pour une période donnée de l'année, le Bénin peut être la capitale du monde. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que dès la prochaine édition, on aura encore plus de délégations étrangères que celles qu'on avait eues cette fois-ci et qui étaient déjà très impactantes. Ça me rappelle au moins une chose qu'il faut reconnaître au président qui est là. Il a toujours martelé sa volonté de révéler le Bénin à lui-même et au reste du monde. Il n'a jamais fait mystère de son ambition d'œuvrer, de travailler sur le tourisme pour faire du Bénin un grand pays. Et pour moi, pour une première fois, cela s'est matérialisé de manière très concrète dans ce que l'on vient de vivre. Au-delà de l'aspect culturel, spirituel et de tout ce qu'on voit ici à l'intérieur du pays, j'ai le sentiment qu'on n'a pas bien perçu qu'il s'agissait d'un message que le Bénin veut passer au reste du monde entier. On dit Vaudou Days, c'est une expression anglaise. On sait aujourd'hui que l'anglais c'est la langue internationale. C'était un message au reste du monde. Venez voir ce qu'on a au Bénin comme richesse culturelle, comme richesse spirituelle. Et j'ai le sentiment que ce message a été entendu, vu de l'extérieur. Oui, il y a quelques personnes qui ont semblé être frustrées parce qu'elles se disaient pourquoi on fait nos choses avec des personnes venues d'ailleurs. Il est important d'insister sur le fait que, de mon point de vue, c'est ça le message, c'est ça la volonté. Prendre une richesse culturelle, spirituelle comme le vaudou pour en faire une sorte de mascotte pour la destination Bénin. Il faut que l'on intègre ça dans les esprits pour très bien comprendre ce qui s'est passé et qui va se reproduire l'année prochaine dans une dimension encore, je pense, plus impérieuse, dans une dimension plus majestueuse. Et donc, pour revenir à ce qui s'est réellement passé, j'étais à Ouida, comme vous l'avez dit, j'ai vu une ambiance que je souhaite voir toutes les villes du Bénin vivre pendant au moins un jour de l'année. D'ailleurs, on parle du Festival international de Porto Novo qui va devenir le Festival international des arts vaudous. Donc, on reste dans la même logique d'utiliser quelque chose qui est apprécié particulièrement dans le reste du monde pour en faire une mascotte du Bénin. Et si je devais parler politique comme au FN de Marine Le Pen, on disait qu'il faut dédiaboliser le FN. Je pense qu'avec autant d'activités, de festivités, on a réussi à dédiaboliser le vaudou. On a réussi de plus en plus à lui enlever cet aspect mystère, mystique, mauvais, pour lui donner un aspect festival, festif, réjouissance. Et ça, ce n'est que le Bénin qui gagne. Ce n'est que, comme on le disait tantôt d'ailleurs, les infrastructures hôtelières qui gagnent. Ce n'est que les infrastructures du pays qui gagnent. Parce qu'on dit par exemple qu'on est allé à Ouida, mais on oublie de dire comment on fait pour arriver à Ouida. On oublie de parler de la qualité de la route, des infrastructures routières, de la qualité des hôtels. Donc il y a tellement de belles choses à dire sur ce qui vient de se passer que, comme vous l'avez constaté, je ne sais pas où commencer. Je n'ai encore rien dit. Je vous donne la parole, Delphin. Oui, souffrez que je parle juste en 2 secondes en fond pour dire un peu comme Edo Anglensino à Romadegbe. Connaissez ça tout dit. C'est juste pour dire on a parlé l'anglais à un de nos présidents, mais il a dit celui qui a parlé a tout dit parce que peut-être qu'il n'a pas compris. Est-ce que lui comprenait vraiment ce que non, c'est possible. On comprend. Non, il a tout dit. On dit. Quand vous dirigez votre si vous dirigez votre fétiche et vous le tapez avec le pied, c'est que quelqu'un d'autre peut le jeter. Donc il faut donner de la valeur à ce que vous avez. Ce que le président vient de faire, c'est de prouver que nous avons quelque chose de très bien, de très magnifique, de très valeureux et qu'il faut faire sa promotion. Et hier soir, j'avais suivi un reportage sur
vous m'excusez que je le dise, sur France 24, qui avait vu, dit, ouais, ça c'est mon pays, parce que j'ai suivi le truc, j'étais d'accord. Il est vrai qu'il y a des choses qu'on peut montrer de votre pays que vous ne n'êtes pas d'accord, mais quand je l'ai vu, j'ai dit ça, je suis d'accord. On aurait même montré plus que ça pour prouver, pour montrer, c'est-à-dire d'autres aspects de la chose pour que ceux qui verront, ceux qui seront ailleurs et vont voir ce reportage comme moi, vont dire, mais ça s'est passé vraiment au Bénin, je vais suivre jusqu'à ce que, une autre fois là, j'y serai pour voir de mes yeux comment on transforme telle chose, comment les Angleterres font telle chose, comment les Plutons font telle chose, comment. Et c'est ça, ce qu'on appelle vendre sa culture, c'est ça, ce qu'on appelle révéler son pays, c'est ça, montrer qu'on est quand même quelque chose, histoire d'effacer le regard négatif ou qui est souvent la collé. vision négative collée aux Africains, parce que si les animaux laissent toujours les chasseurs raconter l'histoire, c'est qu'ils vont toujours raconter leur gloire. Les animaux ne pourront pas dire combien de fois eux aussi ils savent feinter, combien de fois ils savent faire peur aux chasseurs. Donc du coup, il faut que les animaux commencent aussi par raconter leurs propres histoires, histoire de prouver qu'ils sont aussi quelque chose. Alors, Eman, vous qui êtes de Ouida était donc, oui, Aux couleurs de Vaudou. justement, vous avez suivi un peu comment est-ce que les choses se sont passées là-bas, beaucoup de belles démonstrations, vous avez tout suivi, votre appréciation? Moi, je parlerai de savant dosage entre Vaudou, modernité et tout. Et quand vous voyez l'image qui passe là, je pense que le cadre, il fait bien de mettre le Vaudou ici et de montrer la cathédrale, la basilique de Ouida. Oui. Vous voyez, c'est tout Ouida ça. À Ouida, on sait se compléter. À Ouida, on est ensemble. À Ouida, il n'y a pas de Vaudou à part, église catholique à part, Vous vendez cher en évangélique plus. à Vous part. vendez cher Non. en plus. À Ouida, Votre Ouida? c'est un melting pot. Tout le monde est là et on se côtoie de jour comme de nuit, chacun reconnaissant la place de l'autre et chacun reconnaissant sa propre place. C'est ce qui se passe là, vous voyez. C'est-à-dire que c'est tout l'image. Regardez bien l'image. Je dis bravo à ce cadreur, Jean-Paul Apacla, je crois que c'est lui qui a filmé ça. Oui, ça c'est Jean-Paul. Oui, franchement, c'est devant le temple de Python. Là, Donc c'est en devant face, le temple de Python. en face de la basilique de Ouida, je pense que c'est ça. Et on nous a offert... Il avait un peu peur le jour-là. Il On avait nous a- un peu peur parce oui. qu'il voulait de façon un peu subtile à toucher donc la China là qui était derrière. Il avait un peu peur et heureusement que bon, il a su se. Je pense qu'on nous a offert du beau Oui. au cours de ces Vaudou Days. C'est vrai que pour nous qui sommes amoureux du Vaudou, on aurait voulu que ça aille au-delà de 2 jours. Hein, qu'on puisse faire peut-être le lendemain de Nouvel An, commencer un peu comme C'est un plaidoyer sur lequel. un peu comme le festival. C'est un plaidoyer sur lequel l'autre a aussi Un peu comme le festival, vous voyez, ça démarre peut-être le 3 janvier Ouais. et ça finit le 10 janvier. C'est-à-dire de sorte qu'on laisse une semaine pour les gens, pour tout le monde de pouvoir venir voir ce que c'est que le Vous Vaudou. pensez qu'on peut chômer pendant Déjà, une semaine? non pas qu'on Oh. chôme. Non, au FAMA, FESFACO, qu'on ne chôme pas ces jours. D'accord. Parce que c'est des occasions en même temps d'échanges scientifiques autour de certaines thématiques. Vous voyez, pour notre cas, très simple. Est-ce que vous savez qu'il y a des jours, par exemple, où on doit pouvoir faire la veillée? Des jours qui sont autorisés pour les libations avant que les vaudous ne sortent. Oui. Si jamais le 9 n'est pas bon, le 8 n'est pas bon, que c'est le 7 qui est bon, ça veut dire qu'on a fait la veillée le 6, on a immolé le 7, et on attend le 9, le 10 janvier pour que les vaudous sortent. Pourquoi? Il faut organiser, il faut tenir compte des spécificités liées au vaudou pour que ça dure dans le temps. Une semaine pour le vaudou, je pense que si on le faisait comme ça, et allez à Ouida, vous allez constater que des gens sont encore là, des touristes sont encore là, ils ne veulent pas partir. Ces Brésiliennes qui ont dit désormais, Ils vont partir. qui ont dit désormais, non, nous quittons votre contrôle, nous voulons rester encore au Bénin pour un temps avant de partir. Je pense sans doute qu'ils veulent aussi des Béninois, Brésilo-Béninois. Merci. Colès, on a remarqué également qu'il y a eu plusieurs divinités qui étaient présentes, enfin des prêtres de Vaudou, de plusieurs divinités qui étaient donc présents. On a vu beaucoup de démonstrations, quand je prends par exemple le cas des Mamiwata sur lesquels nous sommes tombés fortuitement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que le réalisateur, il fait bien de nous envoyer donc ces images également que vous suivez actuellement. On a vu beaucoup de choses, des choses très intéressantes. Vous voyez, chacun vient d'une certaine culture et au sein de laquelle on a toujours des rites, des pratiques. Même quand un enfant naît, on a tellement de petites choses qu'on fait et auxquelles on est habitué. C'est la vision mondiale, grandeur nature de tout cela que le Vaudou nous propose aujourd'hui. Donc une façon, je l'ai déjà dit, de dédiaboliser nos cultures, de dédiaboliser nos pratiques, de dédiaboliser notre mode de vie. Et d'ailleurs, j'aime dire comme ça, en passant,
que voilà, le monde entier avec une certaine image. Mais tous ceux qui sont venus là-bas, c'est un fait assez... Bon, en fait, c'est banal, mais il faut le souligner, il n'y a pas eu d'accident. Je n'ai pas entendu dire que quelqu'un a eu un mal de C'est là ventre, aussi, il faut remercier la police républicaine. Au-delà de... Je reste d'abord sur le sacré, pour dire, au-delà de la police républicaine qui a fait un travail très civil, très bien, vous voyez, on a entouré nos cultures de tellement de choses que personne ne peut prouver que dans la réalité, voilà les vaudous qui viennent de se passer. Kofi Olomide est arrivé là-bas, il a presté, il est rentré chez lui, rien ne lui est arrivé. Yemi Alaye est arrivé, elle est rentrée chez elle, rien ne lui est arrivé. On a autant de Brésiliens qui sont là, qui ne veulent plus partir, alors qu'on parle de vaudou, alors qu'on parle de tout ce que vous venez de dire, de libération et autres. Donc, on est en train de réussir quelque chose d'extraordinaire, c'est de transformer notre mode de vie en spectacle pour le reste du monde. C'est de dire, voilà, on a beau être tout ce qu'on est, ça ne fait pas de nous des choses autres que des humains. D'autres ont réussi à valoriser leur façon d'être, à valoriser, excusez-moi, je ne suis pas homophobe, l'homosexualité haute. Il est temps qu'à un moment, les féministes ne seront pas d'accord avec moi, qu'on valorise toute la cour du roi, qu'on valorise, qu'on assume ce que nous sommes et qu'on valorise cela. On l'a commencé avec les vaudous, et je pense que ça va prendre de plus en plus de l'ampleur et qu'on n'aurait plus de sujets tabous autour de ce que nous sommes, de ce que nous sommes fiers d'être. D'accord. Vous comptez retourner à Ouida tout à l'heure ou vous faites comment? J'y vais pratiquement, ce n'est pas un secret, régulièrement les week-ends. Parce qu'après, voilà. Il y a des invités qui sont là quand même et qui ne pensent pas rentrer de sitôt. Donc, voilà, les chambres restent encore difficiles à trouver. Alors, Emma, on a vu qu'il y a eu aussi une floraison d'activités génératrices de revenus autour donc, de cette fête. On a vu beaucoup d'autres entités autour donc, de cette fête. Est-ce que les fois à venir, vous pensez que le gouvernement pourra prendre d'autres... Parce qu'une chose est claire, ça va être débordante, cette fête, les fois à venir. Non, ce qu'il faut d'abord louer, c'est le courage de ceux-là, de ces artistes-là, de ces petits commerçants qui ont voulu saisir cette opportunité. Ils auraient dû rester dans leur maison et se dire, c'est leur chose. Justement. Et donc ne pas du tout apporter leur pierre à ce qu'on a vécu là. Vous avez vu le monsieur qui est passé avec plein d'œuvres d'art, des bouteilles sacrées, en fait des bouteilles sacrées, mais qui peuvent être consacrées aussi. Parce qu'une fois que c'est là... Ils viennent de la cour royale d'Abomey. Une fois que c'est fait dans ce tissu que vous voyez derrière sa tête là, c'est que c'est là. Maintenant, on peut encore consacrer cette bouteille-là et la rendre puissante. Delphine, c'est quelque chose puisqu'il en a beaucoup chez lui à la maison. Et donc, vous voyez ça, il vient de soulever comme ça la statuette de Tassi, de Tassi Hangbe. Voilà, donc... De l'Amazone. L'Amazone, voilà. Donc, vous voyez, il y a autant d'éléments qui ont entouré. Et donc, c'est pourquoi je dis, les organisateurs de ces Vodou Days-là, je pense qu'ils ont dû passer des nuits blanches. Mais à la fin, on leur dit bravo. Parce que honnêtement, pour ce que j'ai vu, j'ai méconnu la plage de Ouida. Quand nous avons fait la première descente à Ouida, j'ai dû vraiment conduire un vieux briscard pour me retrouver là où il faut. Sinon, je voulais tout vous demander la route. Power Pass pour aller. Alors que nous sommes chez vous. Alors que nous sommes chez nous. Delphin? Oui, il faut assumer qui nous sommes et il faut l'affumer et puis l'assumer fièrement. Vous savez, ce qui est merveilleux dans la fête de Vodou Day, ce n'est pas seulement la fête de Vodou que nous célébrons habituellement, mais c'est l'autre côté. C'est-à-dire quoi? Que des touristes ou que des gens de Vodou viennent, ils ne vont pas demander est-ce que l'hôtel là où je veux rester, est-ce que ça appartient à un chrétien ou ça appartient à quelque chose. Ça veut dire que c'est l'ensemble du peuple béninois qui profite désormais de l'avantage de cette organisation, même si on l'appelle vaudou, même si on l'appelle autre chose, ce n'est plus le vaudou, mais c'est l'avantage que nous tirons tous de ça. Que ce soit les hymnes, que ce soit les motocyclistes, ou que ce soit... C'est-à-dire tout le monde a profité de ça. Et je suis sûr que la prochaine fois, les gens vont penser encore à d'autres choses, ils vont imaginer d'autres choses pour accompagner. Parce que l'autre fois, on avait parlé
de camping-car ici. Donc les gens vont désormais me trouver que oui, il y a telle et telle chose qui ont manqué, donc on peut associer telle et telle chose. Donc les gens vont aussi imaginer ou accompagner autrement les choses. Donc du coup, et dans cette imagination-là, il y a ceux qui vont peut-être vider leur maison pour pouvoir louer les. C'est aussi une manière de se faire un peu d'argent. Il faut profiter, il faut saisir si vous avez des terres en ce moment, Ouida, c'est le moment de rapidement les construire parce que désormais, il n'y a plus de bâtis sans Collins vous écoute très bien, il sait ce qu'il fera en son temps. Alors, nous allons placer un mot rapidement donc, au sujet de l'interprétation du Tofa, qui a été juste un mot, pas plus. Voilà. Je commence par vous, Eman. Oui, le Tofa, Tchétoula Klebo, Saklan. Saklan, c'est les grands prêtres du Fa ont déjà dit ce que c'est, ce que ça révèle. Il faut maintenant l'homélie autour de ce signe-là. L'homélie autour du sac là. On ne va pas interpréter, on fait l'homélie autour parce que autant dans l'église les prêtres font l'homélie après la lecture de l'évangile, autant nous aussi dans le Fa il y a l'homélie après le doux qui sort. Donc il faut qu'ils fassent l'homélie et qu'ils puissent prendre des exemples et des contre-exemples pour nous dire ce à quoi il faut s'attendre pour le compte de l'année. Ce que moi je retiens brièvement de Tofa, du doux qui est sorti, le sac là, c'est que chacun en son sein doit faire les efforts, doit faire les sacrifices qu'il faut, doit se démener au cours de l'année pour que l'année lui soit radieuse. Donc pour moi, oui, le sacre est là, mais chacun en notre sein doit pouvoir, si vous êtes catholique, vous devez prier. Ils ont d'ailleurs dit, si vous êtes tel, vous devez faire en sorte que le cadavre qui se présente dans le sacre ne nous atteigne pas. Voilà. Alors, juste un petit témoignage. Je regardais la télé avec une amie qui est chrétienne catholique. Voilà, on montrait le professeur Kakbo Maounion qui était en train d'interpréter. Elle suivait sans grand intérêt jusqu'au moment où il a dit que voilà, votre bonheur viendra de tout ce que vous ferez de bien aux femmes. Et je l'ai vu sursauter, jubiler, très heureuse, très contente. Bon, vous étiez à la maison chez vous ou bien vous étiez... On était en train de suivre une phase... On était en train de suivre une phase du journal. Heureusement qu'il était à la maison. Parce que ça a été répété plusieurs fois au journal de l'ORTB. Oui, c'est un événement, enfin, je veux dire, c'est un passage qui est revenu plusieurs fois. Aujourd'hui encore, si vous regardez l'ORTB, ce n'est pas sûr que vous allez rater cet élément. Donc, c'était dans ce contexte. Et j'ai constaté que beaucoup de féministes, beaucoup de catholiques, beaucoup de personnes qui, a priori, ne sont pas pro-vaudou, étaient très contentes d'entendre dire qu'il faut faire le bonheur des femmes en 2024. Merci. Merci. Delphin, une minute très rapidement. Oui, le Fa, l'interprétation du Fa, il faut qu'on arrive à être d'accord sur certaines choses. Quand vous faites une phrase et vous demandez à Delphin de l'interpréter, je l'interpréterai à ma manière, ma compréhension et avec mes mots. Pareil pour Collins et pareil pour Herman. Donc du coup, oui, le Fa, l'interprétation dépend d'abord de celui qui l'interprète, de l'état d'âme de celui qui l'interprète et de la compréhension. Nous n'avons pas la même vision, nous ne voyons pas de la même manière, nous n'interprétons pas de la même manière. Donc du coup, quand on trouve que telle personne a interprété de telle manière, que telle personne a interprété de telle manière et que si et que ça, oui c'est normal. C'est pour ça quand il parle de l'homélie, moi j'aurais vraiment souhaité qu'il y ait quand même une voie tracée pour qu'on puisse savoir que désormais que c'est comme ça que ça va se dire, au lieu de laisser libre cours à tout le monde d'interpréter à sa manière. Et c'est comme ça, on ne peut pas l'interdire parce que c'est la dualité qui fait la vie. Donc du coup, que les gens trouvent, que d'autres trouvent que c'est bien, que d'autres trouvent que c'est mauvais et que d'autres, tout compte fait, c'est notre culture. Il faut la valoriser. Merci à chacun de vous. Nous allons directement à présent en Côte d'Ivoire où nous allons placer quelques mots très rapidement sur le démarrage de la CAN. C'est pour demain. Collins, je vais commencer par vous. Oui, la CAN démarre demain. Une CAN qui va se faire sans les guépards, c'est regrettable, c'est presque un peu frustrant, mais justement ça reste la CAN, ça reste un événement qui justement va désormais au-delà du football, parce que les Ivoiriens n'organisent pas la CAN comme pays qui veut à tout prix gagner. Leur défi, c'est de vraiment être le centre du monde pendant une période. Leur défi, c'est de réussir l'hospitalité, c'est de réussir l'accueil. Pour moi, la CAN qui s'organise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme les Voodoo Days qu'on vient de vivre au Bénin, c'est-à-dire c'est les mêmes objectifs, c'est de voir votre pays être transformé en capitale du monde pour une période donnée, quel que soit le motif. Et donc, j'imagine quelque peu la fierté des Ivoiriens de devoir accueillir un tel événement. Et pour moi, qui était à Ouida, je me dis, je me mets à la place de tous ceux qui
qualifiés ou non qualifiés, iront en Côte d'Ivoire, iront vivre cette façon dont les Africains ont de réussir le brassage culturel, le melting pot. C'est formidable. J'ai tout juste simplement envie d'être là-bas, quoi. Alors, Delphin, très rapidement. Je ne sais pas si tout le monde l'a suivi comme moi ce matin. Je ne sais pas si c'est Vodou Ndéi qui a fait révéler le Bénin jusqu'à ce niveau parce que RFI aujourd'hui, les guépards n'étaient pas à la CAN, mais il semble que les Béninois ont composé une chanson. Le journaliste disait que la chanson que les Béninois ont composée pour accompagner leur équipe à la CAN. J'ai dit, mais on n'est pas à la CAN, mais on est à la CAN grâce certainement au Vodou Ndéi. Donc c'est juste pour dire que nous serons fiers, nous sommes fiers de tout ce qui se fait ici et ailleurs. La CAN, oui, ça c'est une fête, je ne dirais pas seulement de foot, mais c'est une fête nationale, non, pas nationale, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire planétaire, parce que ce n'est pas seulement l'Afrique seule qui va vibrer au sein de ça, parce que si vous voyez le nombre de demandes, en tout cas le nombre de télévisions qui a eu l'autorisation de diffusion, donc du coup, je dis, c'est bien et que cela soit bien fait et que désormais que les choses se fassent bien pour qu'on ne trouve pas tellement trop d'incohérences ou de mauvaises choses. Il faut que la CAN se passe très bien, sans heurts, sans incident et que tout aille bien. Tout aille bien. Eh ben, Je pense que ce qui compte ici, c'est le volet organisation de la CAN. Qu'est-ce qu'on met comme bouchée d'eau pour qu'il n'y ait pas de grabuge? Qu'est-ce qu'on met comme bouchée d'eau pour qu'il n'y ait pas de faux tickets? Qu'est-ce qu'on met comme bouchée d'eau pour que, d'ailleurs, il y a eu cette polémique là autour des journées chômées. Non, terre mouillée, ça a été réglé. Ils m'ont dit des journées à chômer et le président venant dit non, c'est seulement les jours où la Côte d'Ivoire match qu'on autorise les gens à de parler. Donc je pense que c'est pas mal. Je pense que la Côte d'Ivoire c'est l'autre ami du Bénin. Que ça se passe bien en Côte d'Ivoire et c'est l'Afrique de l'Ouest en fait qui va gagner l'organisation de cette compétition. D'accord. Merci à chacun de vous. Nous allons passer à présent. Nous allons faire un tour à la régie très rapidement et revenir. Nous allons directement sur Info Show. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, hier au petit matin, le rideau est tombé sur les Vodou Days. Ce soir, nous partagerons avec vous quelques faits divers, quelques faits parmi les plus marquants de cet événement sans précédent. Déjà, il faut rappeler qu'une semaine avant, il n'y avait plus aucune chambre disponible dans aucune auberge, aucun motel, aucun hôtel de Ouidah et ses environs. Les premiers bénéficiaires de cette première édition des Vodou Days sont donc les promoteurs hôteliers et établissements assimilés. Pourquoi ne prennent-ils pas la parole pour témoigner et reconnaître qu'ils ont fait de bonnes affaires? À cette question, certains diront, quoi? Reconnaître que nous avons fait de bonnes affaires? Qui est fou? Si vous faites ça, dès le lendemain, les gardes des impôts vous rendent visite. Non, non, non. Il n'y a rien à reconnaître. On va continuer à afficher un visage de galère et à parler comme tout le monde en répétant sans cesse. Le pays va mal. Rien ne marche dans ce pays. Ce genre d'attitude, ça vous fait rire ou bien? En tout cas, ce qui est bien dans tout ceci, c'est que ce sont les premiers à bénéficier des infrastructures réalisées grâce aux impôts qui sont encore les premiers à ne pas vouloir payer les impôts. Mais qu'est-ce qui fait notre malheur dans leur bonheur? Revenons aux Vodou Days. Je vous disais, il n'y avait plus de chambres disponibles. Devant cette situation, un chef de famille a envoyé femmes et enfants chez tante et oncle à Cotonou et il a pu louer les 4 chambres de la maison ainsi libérées à des touristes brésiliennes. Parlant de brésiliennes, on aura presque tout vu et entendu à l'occasion de ces Vodou Days. Pour la première fois de leur vie, de nombreuses personnes ont vu une Brésilienne en tenue de carnaval. Oh, l'horreur! Il
suffisait de lire les commentaires sur les réseaux sociaux pour mesurer à quel point ces vierges effarouchées étaient heurtées dans leur virginité par tant de nudité. Paradoxe. À Ouidah, où le spectacle avait lieu, les populations prenaient un plaisir fou à voir défiler des Brésiliennes sans mèches brésiliennes et gogo au vent. Pendant ce temps, ceux et celles qui recevaient des bribes d'images sur les réseaux sociaux ne décoléraient pas. Un peu par jalousie, un peu par ignorance, un peu par amour pour la polémique autour des futilités. D'ailleurs, dans le cadre des mêmes Vodou Days, les mêmes individus ont dit qu'ils ne voulaient pas de Yemi Alade ni de Kofi Olomide, qu'ils voulaient les frères Guédengue et Sagoran Danialou. Quand Kofi Olomide et Yemi Alade prestaient dans la nuit du mardi, les mêmes personnes étaient nombreuses à la place du non-retour à Ouidah pour suivre le spectacle. Quand Sagoran Danialou et les frères Guédengue presteraient sur le même lieu dans la nuit du mercredi, les mêmes personnes étaient nombreuses à Cotonou pour suivre le concert en direct de l'ORTB. Moralité de l'histoire, nous aimons critiquer ardemment ce que nous désirons secrètement et nous nous taisons bruyamment sur nos propres réussites, nos prouesses, nos exploits. Alors, on va encore faire comme à nos habitudes. On ne dira rien sur le président Patrice Talon qui a délivré des leçons d'humilité et de simplicité pendant ces Vodou Days. On ne dira rien de cette police, la nôtre, qui lors de ces Vodou Days a été extraordinairement professionnelle, véritablement républicaine. Non, on ne dira rien de tout ce qui était positif lors de ces Vodou Days. On va continuer à parler des Brésiliennes. Ce n'est pas mieux. Retour donc sur ce plateau. Je vais commencer par vous, Colin Siane. Vous avez suivi donc cette chronique de la consoeur. Vos appréciations là-dessus? Oui, j'aime bien quand elle revient sur un aspect qu'on a presque effleuré ici. C'était voilà, justement parler de sécurité. C'était l'attitude de la police républicaine qui, de mon point de vue, a émerveillé les étrangers qui étaient à ce festival. Je veux dire, ceux qui foulaient le sol du Bénin et de Ouidah pour la première fois ont dû être très impressionnés positivement par cette attitude de la police républicaine. Parce qu'avant même d'arriver sur le site, qu'ils vous souviennent, pour ceux qui faisaient le trajet, quand vous étiez sur la voie et que vous rencontriez les attroupements de la police, c'était tout sourire pour vous dire, voilà, circulez lentement, pour vous donner des consignes en souriant, pour sympathiser avec tous ceux qui faisaient le trajet. Donc, avant même d'arriver à Ouidah, il y avait déjà cette impression positive. Et une fois sur le site, on avait vraiment quelque chose, on avait l'impression qu'il se passait quelque chose de particulier avec les éléments de la police, parce que pour une fois, il faut le souligner, ils étaient toujours gays, ils étaient toujours avenants, ils étaient toujours très serviables, très disponibles. Je ne sais pas si c'est des consignes, mais c'est des consignes. Si c'est des consignes, elles ont été respectées à la lettre. Et l'attitude de la police républicaine, de mon point de vue, a donné aux étrangers une image du Bénin positive qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Alors, la police, vous l'aviez remarqué, évidemment, elle était donc présente sur les lieux. Il y a eu une courtoisie qui ne dit pas son nom entre la police et le civil. On mélangeait pratiquement tout, on ne savait pas. Est-ce que ce n'est pas le moment de donner carte blanche à la police? On n'a pas encore les cartes. Non, mais ça va venir. C'est vrai qu'une police présente, une police discrète, une police qui très courtoise, qui pour ceux qui ont pris la route des pêches, Cotonou-Ouidah, j'ai eu l'impression que je pouvais rouler en laissant le volant
libre, quoi, évoluer parce qu'il y avait la police à pratiquement tous les carrefours. Parce que justement, il ne fallait pas également non plus que ceux qui ont fait le trajet de leur pays pour venir au Bénin puissent rencontrer des couacs sur la route. Il fallait assurer leur sécurité. La police a assuré à ce niveau. Côté organisation pratique, sur le site même, depuis Djegbadi jusqu'à l'hôtel qui était là, jusque dans les enclos, non, franchement, la police mobilisée. Et la nuit là, où on a fait cette descente à Ouida, tout le long de la côte, là, au niveau de... Il n'y avait que des positionnements de la police. Des éléments de la parce police. que la police devait également faire en sorte que des gens ne puissent pas quitter la mer et venir commettre des crimes et retourner. Parce qu'ils sont nombreux. Hein. Quand ils commettent, tac, ils plongent et puis... Donc je pense que non, la police a joué son rôle et... Moi, je dis chapeau, si vous voulez, on commence par les cartons en même temps, mais bon. Chapeau, non, on va revenir sur les cartons. Delphin? Oui, les belles plumes font les beaux oiseaux. Donc il faut qu'on fasse tout pour avoir beaucoup plus de belles plumes, histoire d'être des beaux oiseaux. Parce que vous voyez tout ce que l'on dit de beau autour de cette organisation. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'il faut faire du beau. Donc faisons du beau pour... Mais l'autre chose que j'ai retenue par rapport à la présentation de la chronique, c'est le côté un peu hypocrite du Béninois. Quelqu'un a dit que le Bénin est petit mais très lourd et que celui qui est arrivé à gérer le Bénin pendant une journée peut gérer le monde. Si vous regardez le côté hypocrite du Bénin, oui, vous allez dire, intéressé a certainement raison. Vous voulez que je développe plus, c'est ça? Allez-y, je vous donne une minute au plus. Non, c'est bon, je préfère m'en arrêter. Super, merci. Merci. Non, en fait, ce qu'il veut dire, des gens ne sont peut-être pas des vaudouisants, ils ont des hôtels, que ceux qui sont venus au Bénin pour le vaudou ont dû louer pour pouvoir si aller. Si ce n'était pas organisé, est-ce qu'ils pouvaient donc faire ces chiffres d'affaires? Voilà, donc il faut remercier le gouvernement en place. Dans le même temps, il ne faut pas oublier également que Collins, elle disait tout à l'heure dans la chronique qu'il y a les Brésiliennes qui sont encore là-bas et que voilà, elles ont trouvé que la fête était belle, tout et tout, voilà. Oui, on ne va pas entretenir longuement la polémique parce que justement, ceux qui sont à Ouida, ceux qui ont fait le déplacement du Ouida, étaient heureux de vivre le défilé des Brésiliennes. Ouais. Les seules personnes qui n'étaient pas heureuses, c'est celles qui restaient sur les réseaux sociaux. Vous étiez où et qui envoyaient vous étiez heureux, vous des images. Moi qui étais sur le terrain, il y a quelque chose qui m'a frappé. Moi aussi, je l'ai remarqué dans la chronique. Lors du concert de Koffi Olomide et autres, la foule était plus nombreuse que lors du concert de lendemain de Sagboa et les autres. Et d'ailleurs, je crains que si ça ne continue au fil des éditions, je crains de voir des mêmes gens qui aiment la critique professionnelle dire qu'elles sont fatiguées de voir chaque fois les Teriba, les Pépé, les cas qu'on a qu'à aller chercher des artistes ailleurs. Je parle des gens qui aujourd'hui dénoncent le fait qu'on fasse venir des artistes d'ailleurs. Les mêmes personnes demain nous diront qu'elles sont fatiguées de voir des artistes avec qui elles vivent tous les jours. Donc on verra un peu de tout et de n'importe quoi autour. Mais pour revenir à vos Brésiliennes, je crois que c'était très excitant de les voir défiler. Non, le jour on aura un 10 janvier, vendredi. Vous allez voir, Sabourin Dana nous prester et avoir plus de monde. Les Béninois ne sont pas cons. Okay. Et Patrice Talon n'ayant pas chômé. Il faut avouer que journée du 11, le 11 n'était pas chômé. Donc il fallait rentrer. Voilà. Il fallait partir jusqu'à 1h du matin, 2h. Parce qu'à 7h, les contrôles vont commencer. Donc il faut pas faire. C'est ça qui a expliqué, à mon sens, l'absence de la foule. Voilà. Alors que le 9, là, il y avait du monde parce qu'on sait que demain, c'est chômé. Merci beaucoup. Les Brésiliennes qui sont encore au Bénin ne sont pas les seuls. C'est ceux qui ont encore d'autres nationalités. Les Haïtiennes, il y a des gens qui sont venus pour vous donner, mais qui vont profiter pour connaître un peu plus le Bénin. Mais maintenant, si les Brésiliennes retiennent l'attention, c'est parce que les Brésiliennes ont fait quelque chose qui a certainement retenu l'attention. Mais nous oublions. De plus d'un, particulièrement de Collins. Voilà. Alors merci à chacun, merci à tous. C'est le moment également de dire grand merci à la police républicaine qui nous a accompagnés donc, tout au long donc, de ces 2 jours de manifestation à Ouida. Merci également à l'homme orchestre que nous remercions aussi, Sabouan Danielou, qui a assumé, sans oublier bien sûr les frères Guédengue et les autres artistes qui sont passés. Merci au gouvernement. Et puis à présent, tout de suite, nous allons faire un tour à la régie, revenir. Ça va être donc la distribution des cartons. Oh, écoute, c'est tout de suite et maintenant. Je commence par vous, Delphin. Oui. Ok, merci. Carton rouge aux gendarmes du monde, c'est-à-dire les États-Unis, pour ce côté hypocrite, ce côté mesquin, ce côté. Je manque de mots pour le dire. Il faut cesser
faire reculer le monde, de faire reculer les choses. Il faut cesser de penser qu'on est seulement le puissant et qu'il faut faire obstacle à tout. Donc, carton rouge aux gendarmes du monde. Je parle des États-Unis. Ouais. C'est vrai que j'aurais dû faire comme ça pour dire carton rouge et carton blanc en même temps à l'Afrique du Sud, mais je vais revenir pour l'Afrique du Sud à la fin. Carton jaune, je continue toujours de donner carton jaune au RDC pour dire oui, on a rendu les résultats de l'élection présidentielle, il reste les autres, mais il faut faire une union, il faut travailler ensemble pour que ce que nous espérons tous, c'est-à-dire le mieux-être pour l'Afrique, soit si vous êtes capable de garder l'Afrique et que c'est vous qui souffrez, Ce n'est plus la peine. Donc, en tout cas, prenez conscience. Voilà. Carton blanc, 2 cartons blancs pour l'Afrique du Sud, histoire de prouver que oui, le grand est grand, mais même quand on est petit, on est aussi capable de taper parce que les fourmis sont suffisamment petites, mais pourtant, on a la capacité de faire tomber un éléphant. Donc, carton blanc à l'Afrique du Sud et à l'Afrique tout entière, parce que qui dit l'Afrique du Sud dit aussi l'Afrique parce que nous sommes les mêmes. Donc, du coup, carton blanc pour l'initiative, pour cette action de demander à ce qu'on enquête au moins sur les génocides. Carton blanc pour l'Afrique du Sud. Carton blanc pour Vodun Dei, histoire de dire oui, c'est une organisation parfaite, c'est une révélation et continuons à révéler notre culture, continuons à révéler l'Afrique, continuons à révéler le Bénin et prouvons que nous sommes capables de donner le meilleur et vraiment le meilleur de nous-mêmes. Carton blanc pour les organisateurs et pour les participants au Vodun Dei. Très bien. Alors, carton rouge à tous ces hommes forts de ce monde. Je ne veux pas me limiter seulement aux Américains, mais à tous ces États qui se regroupent au sein de cette communauté dite internationale et qui laissent le génocide se poursuivre dans la bande de Gaza, qui laissent un peu libre cours à la déshumanisation de l'être dans la bande de Gaza. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête et qu'on aille à la table de négociation pour faire en sorte que les peuples qui n'ont pas demandé à naître dans cet état-là puissent avoir la paix du cœur et pouvoir vivre comme nous, comme tous. C'est pas bon. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Les gens aujourd'hui sont terrifiés dans ces pays. Ce n'est pas bon. Dans la bande de Gaza, c'est pas bon. Il faut qu'on arrête ça. Carton rouge à la communauté internationale. Carton jaune à Gabriel Attal. 34 ans, Premier ministre. Oui, quand on est Premier ministre à 34 ans, on sait assumer ses responsabilités pleinement. On sait évoluer là où les autres ont échoué. Ne pas continuer par laisser la situation politique en France clivante ou clivée, faire en sorte que la paix revienne et qu'il puisse montrer la pleine capacité des jeunes à pouvoir gouverner ce monde-là. C'est carton jaune pour lui, il n'a pas droit à l'erreur. Ouais. Je lui flanque ce carton jaune pour qu'il sache que tous les jeunes du monde le regardent. En fait, il est plus jeune que moi. Nous le regardons. Les aînés le regardent. Carton blanc au comité des rites vaudons. Carton blanc à la police républicaine. Carton blanc à l'ANPT. Tout cela. Carton blanc au ministère de la Culture. Carton blanc à tous ceux qui de près ou de loin, y compris les hôtesses, y compris les hommes des médias, y compris tous ceux qui de près ou de loin, y compris le tâcheron, y compris ceux qui ont mis les bâches. Chacun a mis du sien. Tous ceux qui ont mis un peu de leurs efforts pour que Vodun Dei puisse vibrer et continuer de faire vibrer Ouida. On aurait souhaité que ce Vodun Dei s'étende sur 3, 4, 5 jours pour permettre vraiment ce brassage-là entre nous qui sommes de Ouida et ceux qui viennent d'ailleurs pour qu'après nous ayons des enfants Ouidano. Vous vendez si bien votre Ouida. Merci. Et puis vous passez les cartons à présent à Collins. Je ne sais quoi dire parce que tout a été dit. Bon, je vais essayer de donner un carton rouge à ceux qui essayent de faire un débat de mon point de vue anticipé sur la révision de la Constitution autour d'aucun texte de révision de la Constitution. Parce qu'on a tantôt parlé là du code électoral, on le disait déjà, voilà, faire une lecture du code électoral n'implique pas forcément le débat qu'on a entendu faire autour de la révision de la Constitution et qui a des implications parfois néfastes sur, on va dire, voilà, la vie paisible que les populations veulent mener. Donc, carton rouge à tous ceux qui essaient de faire d'une possible révision de la Constitution leur fonds de commerce pour les jours à venir. Et donc, voilà, on a déjà dit
tout le bien qu'on l'on pouvait sur Ouida, il fallait dire quelque chose qui ne soit pas bien. Je me suis débrouillé pour trouver un sujet. Je vais appeler ça Celtis, je vais appeler ça Move, je vais appeler MTN. Ils étaient tous présents au Vodou Days. Ils ont donné la preuve donc qu'ils peuvent être tous à la fois présents sur un événement, qu'ils arrêtent donc de nous dire si on veut être sponsor sur votre événement, ce sera à titre exclusif parce qu'on ne peut pas être aux côtés de tel autre événement. Donc, carton jaune, juste pour dire, c'est bien de vous avoir vus tous sur un même événement. C'est bien que vous arrêtiez de nous servir l'argument que l'on connaît. On espère vous voir tous encore ensemble sur d'autres événements d'envergure au Bénin. Et donc, carton jaune à ces entités-là. Et donc, pour finir, je m'associe à Eman qui a cité la police et toute l'organisation autour, Carton Blanc, mais aussi et surtout Carton Blanc à l'Afrique du Sud qui, à travers cette plainte avec le procès a commencé hier, il s'est poursuivi aujourd'hui, il va durer le temps qu'il va durer, il aura l'issue qu'il aura, mais rien que par cette plainte, l'Afrique du Sud a mis un autre accent sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, où Israël donne l'impression que voilà, 23 à 25 000 morts côté palestinien, c'est rien à côté de 1200 morts que l'on a eu le 7 octobre dernier, parce qu'aujourd'hui, tout tourne autour du 7 octobre. Il y a eu 1200 morts. On a tous compati pour ces 1200 morts, mais il fallait qu'on rappelle que 25 000 morts, c'est assez, et cette plainte, ça vient dans le bon sens, donc carton blanc. Merci à chacun de vous, merci à vous Delphin Ngagana d'être passé sur ce plateau, merci également à Eman Pafé Niambossou, merci à vous Colin Sian, merci à chacun et à tous, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, merci à nos téléspectateurs, à nos fidèles téléspectateurs. C'est la fin donc de ce numéro de votre émission Vice Versa. Nous avons eu le plaisir de vous la présenter. On se retrouve la semaine prochaine, plaise au ciel. À très vite.